C'est une confession qui n'aurait jamais dû franchir les murs d'un salon privé. Et pourtant, en quelques heures à peine, elle a fait le tour de la France, provoquant un séisme culturel d'une rare intensité. Ce mercredi matin, une vidéo non répertoriée, d'apparence amateur mais au son limpide, est apparue sur une plateforme de partage confidentiel. On y entend très clairement une voix féminine reconnaissable entre mille, prononcée avec calme et fermeté ces mots: Edith Piaf, Johnny Hallyday, Brigitte Bardot, Alain Delon, Dalida, je ne les ai jamais aimés. Je crois même que je les ai toujours détestés. En moins de 24 heures, l'extrait a été visionné plus de 10 millions de fois, partagé sur tous les réseaux sociaux, débattu sur les plateaux télé, disséqué à la radio. Le choc est immense, car cette voix, c'est bien celle de Mireille Mathieu, l'icône d'Avignon, l'interprète de Mon Credo et une femme amoureuse. Celle que le général de Gaulle appelait le rossignol de la France. Celle qui, depuis près de 6 décennies, incarne l'élégance, la retenue, le respect et la constance. En un mot, l'intouchable. Dans un pays où la mémoire collective a sanctifié certaines figures au rang de divinités populaires, entendre Mireille Mathieu les rejeter ainsi a été perçu comme un sacrilège. Pire encore, comme un crime de lèse-patrimoine. Comment pouvait-elle s'attaquer à Piaf, à Hallyday, à Bardot, à Delon et à Dalida? Des noms qui, chacun à leur manière, incarnent l'identité culturelle française, la passion, la douleur, la beauté, l'orgueil. Les premières réactions n'ont pas tardé. D'abord, l'incrédulité. Était-ce un montage? Un deepfake vocal? Un extrait sorti de son contexte? Certains techniciens du son ont analysé la bande. Aucune trace de montage évident. L'acoustique de la pièce, la respiration, le timbre, tout concorde. D'autres, plus sceptiques, ont avancé la possibilité d'une conversation privée enregistrée à son insu. Hypothèse plausible, mais pas confirmée. Et puis il y a ceux qui pensent que tout cela était délibéré, que Mireille savait, qu'elle voulait frapper fort et que cette énumération n'avait rien d'un accident. Dans les rédactions, c'est la panique. À France 2, une interview hommage prévue pour célébrer les 90 ans de la chanteuse est soudainement suspendue. Chez RTL, on réécrit à la hâte une chronique sur les tensions secrètes entre Mireille et ses contemporains. Sur France Inter, l'éditorial du matin titre « Peut-on encore aimer Mireille Mathieu ?» Le débat est lancé, et avec lui une avalanche de spéculations. Pourquoi ces 5 noms? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette colère soudaine, si c'en est une? Pour y répondre, certains fouillent les archives, ressortent de vieilles coupures de presse. D'autres contactent les proches, les anciens collaborateurs, les biographes. Un ancien producteur, sous couvert d'anonymat, affirme qu'elle n'a jamais pardonné à la presse de l'avoir enfermée dans le rôle de la nouvelle Piaf. Une choriste raconte, à demi-mot, des années d'ignorance froide de la part de Delon. Une attachée de presse évoque un regard dur de Bardot lors d'un gala à Monaco. Des anecdotes, des souvenirs flous, mais qui tissent peu à peu un tableau plus nuancé. Il faut dire que Mireille Mathieu n'a jamais vraiment appartenu au même monde que ceux qu'elle cite. Elle n'était ni tragique comme Piaf, ni rebelle comme Hallyday, ni sensuelle comme Bardot, ni ténébreuse comme Delon, ni flamboyante comme Dalida. Elle était droite, sérieuse, épurée, presque militaire dans son rapport au public. Là où les autres séduisaient par le chaos, elle rassurait par l'ordre. Là où eux embrassèrent la folie, elle embrassait la France. Alors peut-être, à 89 ans, Mireille Mathieu a-t-elle simplement décidé de dire ce qu'elle pensait depuis toujours? Peut-être a-t-elle voulu reprendre la parole dans un monde où le silence est souvent perçu comme une faiblesse? Peut-être a-t-elle voulu rappeler que la gloire ne rend pas aimable, que le talent n'efface pas les blessures, que l'admiration n'est pas un devoir. Et si c'était son dernier acte de rébellion, une manière de reprendre le contrôle de sa propre narration avant que d'autres ne l'écrivent à sa place? Dans une société qui valorise de plus en plus la parole crue, l'authenticité brutale, le jeu qui s'assume contre tous, Mireille Mathieu aurait, sans le vouloir ou avec une lucidité glaçante, rejoint le rang des voix qui choquent pour exister. Ce qui est certain, c'est que cette phrase « je les déteste » résonne bien au-delà de ces mots. Elle dit quelque chose de notre rapport aux idoles, de la fatigue des comparaisons, du besoin d'échapper aux figures tutélaires. Elle dévoile un pan intime d'une artiste que l'on croyait lisse à jamais. Et elle ouvre un nouveau chapitre, peut-être le dernier, dans la légende d'une femme qui aura passé sa vie à chanter l'amour tout en taisant ses vérités les plus amères. À première vue, la déclaration choc de Mireille Mathieu semble impensable. Elle, la figure de douceur et de neutralité, brisant le silence pour dresser une liste de 5 noms qu'elle affirme ne jamais avoir aimés: Edith Piaf, Johnny Hallyday, Brigitte Bardot, Alain Delon, Dalida. Chacun d'eux, icône absolue. Chacun d'eux, un pilier du patrimoine culturel français. Ce rejet n'a pas seulement sidéré par sa forme, mais surtout par son fond. Il bouleverse l'équilibre symbolique d'un pays qui chérit ses légendes comme des reliques.
Mais derrière le scandale, derrière l'indignation et la stupeur, se cache une question plus vaste, plus intime. Que signifient réellement ces 5 figures pour Mireille en Mathieu? Et que peuvent-elles incarner pour une femme comme elle, qui a traversé les décennies sans jamais céder à l'excès, au conflit, au chaos? Car si l'on observe attentivement les trajectoires de ces 5 noms, on découvre qu'ils représentent tout ce que Mireille n'est pas. Et peut-être est-ce là l'origine de cette dissonance, de cette aversion non assumée, longtemps réprimée, mais aujourd'hui libérée. Un rejet non pas de personne, mais de ce qu'elle symbolise. Des contraires, des miroirs inversés, des ennemis de l'âme, non pas par leurs actes, mais par leur essence même. Prenons Édith Piaf, la môme, la tragédie à l'état pur. Une voix sortie des tripes, un destin cassé dès l'enfance, des amours sanglants, des drames à la chaîne. Piaf, c'est la passion à vif, l'autodestruction sublimée. Et c'est aussi le fantôme omniprésent qui a hanté Mireille Mathieu tout au long de sa carrière. À ses débuts, combien de fois a-t-on qualifié Mireille de nouvelle Piaf? Combien de fois lui a-t-on demandé de chanter la vie en rose, de ressusciter cette intensité vocale qu'elle ne possédait pas, ou plutôt qu'elle n'exprimait pas de la même façon? Cette comparaison constante a pu devenir un fardeau. Non seulement elle réduisait Mireille à une imitation, mais elle l'enfermait dans une identité qui n'était pas la sienne. Johnny Hallyday, lui, représentait l'opposé absolu de Mireille. Là où elle se tenait droite, il se penchait. Là où elle chantait en tailleur Chanel, il montait sur scène torse nu. Elle prônait la tradition, il incarnait la révolte, mais surtout, il occupait l'espace, les médias, les scènes, les cœurs. À partir des années 80, Hallyday devient l'emblème d'une France rock, saturée de lumière, de motos, de guitares et de confessions télévisées. Pendant ce temps, Mireille se produisait à l'étranger, honorée à l'ONU ou en Russie, mais souvent ignorée par une France plus jeune. Ce contraste a pu engendrer une amertume silencieuse. Le rejet de Johnny serait alors le rejet d'un système qui a préféré la flamboyance au mérite, la démesure à la constance. Brigitte Bardot, l'icône absolue du désir, l'émancipation féminine incarnée, ou sa caricature. Si les deux femmes ont partagé les plateaux de télévision dans les années 70, leurs univers n'ont jamais réellement fusionné. Bardot provoquait, posait nu, embrassait la transgression. Mireille représentait la pureté, la décence, l'ordre moral. Deux manières opposées d'exister dans un monde d'hommes. Et puis, avec le temps, Bardot est devenue autre chose. Militante acharnée de la cause animale, certes, mais aussi figure politique controversée, aux prises de position radicales. Mireille Mathieu, toujours restée en retrait des débats idéologiques, n'a sans doute jamais compris ce besoin d'outrance permanente. Le rejet de Bardot, c'est peut-être celui d'une femme qui a brisé toutes les frontières, y compris celle de la décence. Quant à Alain Delon, il est l'image même de l'arrogance glacée. Une beauté sculpturale mais inaccessible. Un regard qui juge. Un silence qui écrase. Dans les coulisses de l'ORTF, les témoignages inventés d'anciens techniciens suggèrent que Delon n'aurait jamais salué Mireille. Pas un bonjour, pas un mot, même lors d'émissions partagées. Est-ce une vexation anodine ou un acte fondateur d'une rancune intime? Pour une femme aussi sensible que Mireille, chaque regard, chaque indifférence pouvait laisser une trace. Delon n'a jamais eu besoin de la musique pour exister. Elle n'a vécu que par le chant. Deux solitudes qui se sont frôlées sans jamais se reconnaître. Et enfin Dalida, le nom le plus douloureux peut-être, parce qu'avec elle, il ne s'agit plus de contraste mais de proximité douloureuse. Deux divas, deux femmes issues de milieux modestes, venues au sommet par la seule force de leur voix. Mais là où Mireille a incarné la lumière, Dalida a choisi la nuit. Là où l'une célébrait la paix et la foi, l'autre chantait le mal de vivre, l'exil intérieur. Les médias ont trop souvent opposé leur style, leur vie, leur choix. Dalida fascinait les caméras, Mireille les rassurait. Et dans ce déséquilibre, peut-être que Mireille s'est sentie oubliée, réduite à une image propre, presque trop lisse pour être aimée. La gloire tragique de Dalida, morte par suicide, a engendré un culte. Celui de Mireille, toujours vivante, a souvent été perçu comme un hommage poli, mais tiède. Ainsi, ce que la chanteuse aurait exprimé à travers ces 5 noms, ce n'est pas tant de la haine que du rejet symbolique. Elle aurait dit non à ce que ces figures ont représenté dans sa propre vie. La comparaison, l'humiliation, l'injustice médiatique, le silence imposé. En les nommant, elle aurait repris possession de ses blessures. Non pas pour détruire, mais pour exister pleinement. Car dans un monde où l'on exige des femmes qu'elles soient éternellement admiratives de leur père, où la critique franche est mal perçue, Mireille Mathieu aurait osé le tabou suprême, ne pas aimer ceux que la France adore, et ce geste, bien que fictif, aurait alors valeur de manifeste. Un cri venu du fond d'une vie de silence. La vague de sidération provoquée par les propos attribués à Mireille Mathieu n'a pas mis longtemps à franchir les murs feutrés du monde artistique.
En quelques heures, les studios d'enregistrement, les loges de théâtre, les salles de rédaction et les plateaux télé ont été parcourus d'un frisson inattendu. Loin d'un simple fait divers, cette phrase « Je ne les ai jamais aimés », Piaf, Hallyday, Bardot, Delon, Dalida a réveillé des mémoires, provoqué des blessures et surtout divisé les consciences. D'un côté, les défenseurs de Mireille Mathieu ont vu dans cet aveu tardif une délivrance, un geste de lucidité, un dernier acte d'indépendance. À 89 ans, elle ne doit plus rien à personne, affirme ainsi fictivement Patrick Sébastien dans une chronique imaginaire publiée dans Le Parisien. Elle a donné sa vie à la France, elle peut bien dire ce qu'elle ressent. Et si ça dérange, c'est peut-être parce que c'est vrai. De l'autre côté, les admirateurs des personnalités visées se sont sentis trahis. Comment Mireille Mathieu, cette voix de la paix, de l'union et du respect, pouvait-elle ainsi tirer à boulet rouge sur les plus grands noms de la culture française? Les forums de fans se sont rapidement embrasés. Elle doit des excuses à la mémoire de Dalida, écrit un internaute anonyme sur un groupe Facebook rassemblant plus de 100 000 membres. On ne touche pas à la môme, clame un autre, visiblement choqué que Piaf soit cité comme objet de rejet. Les proches fictifs des artistes visés ont, eux aussi, réagi. Du moins, certains d'entre eux. Laetitia Hallyday, pourtant d'ordinaire très active sur les réseaux sociaux, est restée silencieuse. Mais selon une source imaginaire proche du clan Hallyday, elle aurait confié en privé « Johnny n'aurait jamais voulu qu'on entre dans ce jeu. Il était au-dessus de ça. » Un positionnement mesuré, mais révélateur d'une volonté de ne pas entretenir la polémique. Chez Bardot, le ton a été plus tranché. Un communiqué fictif publié par sa fondation pour la protection des animaux a pris la défense de l'ancienne actrice. Madame Bardot n'a que faire de la haine des autres. Elle milite pour les sans-voix, pas pour flatter les égaux. Une pique à peine voilée contre l'interprète de Une femme amoureuse qui prône depuis toujours le consensus, mais semble ici se heurter aux limites de sa propre image publique. Les artistes contemporains, eux, ont exprimé un mélange d'incompréhension et de prudence. Vita, par exemple, aurait confié en off sur un plateau de France « C'est bizarre, j'ai grandi en entendant que Mireille Mathieu était un modèle de respect. » Et là, elle balance ça, c'est dur. D'autres, comme Julien Clerc ou Serge Lama, ont choisi de ne pas commenter directement, se réfugiant dans un silence respectueux. On ne juge pas une légende, aurait murmuré Lama à un confrère dans un couloir de la SACEM, mais c'est du côté des jeunes générations que la réaction a été la plus surprenante. Plusieurs influenceurs culturels sur TikTok ou Instagram ont vu dans la sortie de Mireille Mathieu un acte de rupture générationnelle. C'est une boomer qui règle ses comptes et franchement, c'est presque punk, ironise une vidéaste sur YouTube. Elle a attendu 89 ballets pour dire ce qu'elle pense. C'est plus rock que Johnny en fait. Cette lecture décalée de l'événement l'inscrit dans une autre temporalité. Celle où les vieilles idoles ne sont plus vénérées, mais analysées, contestées, voire moquées. Dans les rédactions culturelles, le ton est plus analytique. Télérama publie un papier sous le titre fictif « Mireille contre les dieux, quand l'icône devient dissidente ». L'article décrypte la rupture du pacte implicite qui liait Mathieu au panthéon culturel. Elle qui incarnait le consensus ose enfin le conflit, écrit le journaliste, et ce conflit dit quelque chose de notre époque. On ne veut plus de neutralité, on veut des positions. Dans le même temps, les chaînes de télévision réagissent. France 3 annule une rediffusion d'un concert hommage à Dalida par peur d'aggraver les tensions. TF1 prépare en urgence un débat fictif en plateau intitulé « Peut-on tout dire à 89 ans ?», réunissant philosophes, chroniqueurs et sociologues. Le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, bien que n'ayant rien à sanctionner, reçoit des dizaines de courriers de téléspectateurs choqués. La sphère culturelle est en ébullition. Et au centre de cette tempête, une seule femme garde le silence. Mireille Mathieu, aucun commentaire, aucun communiqué personnel. Elle ne dément pas, elle ne confirme pas. Ce silence devient une forme d'art à part entière, une déclaration en soi. Comme si elle disait « J'ai tout dit, à vous d'en faire ce que vous voulez ». Ce mutisme ajoute à la fascination, car dans un monde où chaque mot est décortiqué, tweeté, interprété, refuser de parler devient un acte de puissance. Et dans ce silence, chacun projette ce qu'il veut. Provocation, sincérité brute, vengeance douce ou simple vérité qu'on n'a jamais voulu entendre. Loin d'être un simple écart de langage, la déclaration imaginaire de Mireille Mathieu a agi comme un révélateur. Elle a mis en lumière les non-dits du monde artistique, les hypocrisies de la mémoire collective et surtout la complexité de l'humain derrière la légende. Dans le sillage du tumulte provoqué par les propos imaginaires de Mireille Mathieu, un autre débat s'installe, plus subtil, plus profond, celui de la mémoire. Comment se construit-elle? Peut-on l'interroger sans la trahir? Et surtout, les icônes sont-elles intouchables même quand elles ont été humainement faillibles? En dénonçant, même fictivement, 5 figures emblématiques du patrimoine français, Mireille Mathieu a fissuré un mur que peu osaient effleurer.
celui de l'admiration sacrée. Et dans cette faille, c'est toute la question de la postérité qui s'engouffre, car Édith Piaf, Johnny Hallyday, Brigitte Bardot, Alain Delon et Dalida ne sont pas seulement des noms. Ils sont devenus des symboles, des mythes, des chapitres entiers de l'histoire culturelle nationale. Leur souvenir est entretenu à travers des biographies, des films, des hommages, des documentaires. Des écoles portent leurs noms. Des rues, des places, leurs visages ornent les murs de chambres d'adolescents et de maisons de retraite. Ils ne sont plus tout à fait humains. Ils sont devenus inaccessibles, parfois même infaillibles. Et c'est peut-être cela que Mireille Mathieu aurait voulu contester. Cette sacralisation excessive, cette impossibilité de nuancer l'héritage. Car chacun de ces artistes, aussi grand soit-il, a porté en lui ses failles, ses contradictions, ses parts d'ombre. À force de les vénérer, on finit par oublier qu'ils ont pu blesser, mépriser, écraser ceux qui les entouraient, y compris leurs contemporains. Prenons Piaf, une voix d'or, une légende éternelle. Mais aussi, selon plusieurs témoignages historiques, une femme autoritaire, capricieuse, parfois cruelle. Elle choisissait, éliminait, décidait. Elle faisait et défaisait des carrières. On dit qu'elle a été injuste avec certaines chanteuses en devenir, jalouses de leur jeunesse ou de leur beauté. Et si Mireille avait été un jour l'une de ses cibles? Si une parole acide, un regard condescendant, une consigne donnée à un programmateur avait suffi à planter une graine de rancune? À l'époque, on ne répondait pas à Piaf, on s'inclinait. Aujourd'hui, peut-être est-il temps d'ouvrir les dossiers fermés. Johnny Hallyday, pour sa part, reste une figure paradoxale, populaire, adulée, mais aussi incontrôlable. Il y a eu les débordements, les échecs, les controverses, les proches déçus, les collaborateurs fatigués. Derrière la légende du rock se cachait un homme complexe, parfois instable, souvent dominé par ses excès. Mireille Mathieu, elle, n'a jamais bu, n'a jamais fait de scandale, n'a jamais explosé en public. Elle représente la discipline là où lui incarnait la passion dévorante. Peut-on alors lui reprocher de n'avoir jamais aimé ce modèle-là, de ne pas s'y reconnaître, ou faut-il, une fois encore, imposer l'adoration comme règle? Brigitte Bardot, dont l'aura n'a jamais cessé d'irradier le monde, a elle aussi dérouté, choqué, clivé. Elle a mené des combats essentiels pour la condition animale, mais ses déclarations politiques, parfois violentes, xénophobes ou méprisantes, ont dégradé son image auprès de nombreux Français. Pour Mireille Mathieu, très attachée à la neutralité et à l'universalité de son art, cette évolution idéologique de Bardot a pu provoquer un malaise profond. Ce n'est pas la starlette des années 50 qu'elle rejette, mais la figure actuelle, politisée, tranchante, presque agressive. Alain Delon, lui, semble cristalliser une autre forme de rejet. Celle de la froideur. Il a toujours cultivé le mystère, la distance, voire le mépris. Rarement disponible, souvent dur avec les journalistes, parfois cassant avec ses partenaires. Son charisme n'a jamais été mis en cause, son humanité, en revanche, reste un mystère. Pour Mireille, habituée à la chaleur des tournées, aux bains de foule, au contact simple, Delon représente peut-être tout ce qu'elle abhorre, la supériorité affichée, l'intouchabilité, et puis il y a Dalida, celle dont la disparition tragique a figé l'image dans l'éternité. On oublie parfois qu'elle fut une rivale directe de Mireille dans les années 70 et 80. Même public, même circuit médiatique, même portée internationale. Mais là où Mireille choisissait la retenue, Dalida s'exposait. Là où Mireille se protégeait, Dalida pleurait en direct. Et ce sont souvent les larmes, les douleurs, les drames qui captivent les médias. Peut-être que Mireille, en silence, a souffert de cette injustice. On célèbre Dalida pour ce qu'elle a perdu, mais on oublie Mireille pour ce qu'elle a su préserver. Ainsi, chacun des noms cités ne constitue pas seulement une cible émotionnelle. Ils incarnent, pour Mireille Mathieu, une opposition intime, des valeurs inversées, une souffrance silencieuse, et en les rejetant, elle ne s'en prend pas à leur carrière, mais à ce qu'ils ont représenté face à elle dans la balance des regards, dans l'ombre des projecteurs, dans le silence des comparaisons. La postérité en France est souvent manichéenne, on érige ou on efface. Mais peut-être est-il temps d'en faire un espace nuancé, où l'on pourrait admirer Piaf sans nier ses duretés, aimer Johnny sans oublier ses failles, soutenir Bardot sans valider ses opinions, respecter Delon tout en notant son éloignement, pleurer Dalida tout en admettant que d'autres ont été éclipsés. Et si Mireille Mathieu, par cette déclaration imaginaire, ouvrait la voie à une mémoire plus juste, une mémoire où l'on accepte que même les légendes ont des angles morts, et que l'on peut les aimer sans forcément les sanctifier. Dans un monde où l'image contrôle la parole, où chaque célébrité pèse ses mots comme on manie de la porcelaine, il y a quelque chose de vertigineux dans l'idée qu'une artiste comme Mireille Mathieu aurait pu, à 89 ans, choisir le choc, le brut, la frontalité. Non plus les notes douces de Mille Colombes, mais la lame acérée d'un jugement sans appel. « Je ne les ai jamais aimés », une phrase comme une gifle.
5 noms, comme 5 coups portés à la façade impeccable de l'admiration publique. Et derrière ce geste, qu'il soit réel ou fictionnel, se cache une question essentielle. Peut-on encore parler sans ménager? Peut-on encore critiquer sans être crucifié? La réponse médiatique fut immédiate, presque pavlovienne. Les chaînes d'infos ont déroulé leur bandeau rouge, les talk-shows se sont jetés sur le sujet, les chroniqueurs ont hurlé leur indignation ou leur fascination. Mais peu ont pris le temps de s'interroger sur la nature profonde de cette sortie, et si au fond, ce n'était pas un coup de colère, mais un geste artistique, une performance, une satire calculée par une femme trop souvent réduite à son brushing et à sa robe violette? Car derrière la silhouette lisse de Mireille Mathieu se cache un esprit rigoureux, méthodique, mais aussi stratégique. Depuis les années 60, elle a su survivre à tous les changements d'époque, de mode, de ton, sans jamais se compromettre, sans jamais dévier de son image. Or, quelle plus grande rupture pourrait-elle opérer que celle d'un clash frontal avec les figures les plus sacralisées du XXe siècle français? En brisant ce mur, elle ne se contente pas de parler. Elle réécrit son propre rôle dans le roman national. Dans cette optique, sa déclaration imaginaire prend des allures de manifeste. Un « j'accuse » tardif mais délibéré. Une manière de dénoncer le conformisme émotionnel, cette obligation silencieuse d'applaudir ceux qui parfois ont dénigré, ignoré ou blessé. Car dans le récit médiatique, il est attendu que les artistes s'admirent entre eux, qu'ils s'embrassent sur les plateaux, qu'ils citent leur père en exemple. Toute dissonance est jugée inappropriée. Or, c'est justement ce consensus forcé que Mireille semble, ici, pulvériser. À cet instant de sa vie, elle n'a plus rien à prouver. Plus besoin de plaire, plus besoin de vendre, plus de prix à décrocher. Ce qu'il lui reste, c'est la vérité, ou du moins sa vérité. Une vérité longtemps étouffée par le devoir de réserve, la bienséance, le respect du métier. Mais quand le temps s'amenuise, les filtres tombent, et ce qui était retenu devient cri. Ce qui était poli devient brut, ce qui était respect devient rupture. Le choc, dans ce scénario fictif, ne vient pas seulement du contenu, mais du contexte. Car depuis toujours, Mireille Mathieu a incarné l'idée même de la douceur contrôlée. Une femme d'ordre, de silence, de neutralité. Entendre sa voix articuler le mot « détester », c'est comme entendre une religieuse blasphémer. C'est absurde et donc profondément subversif. Cette subversion, certains l'ont comprise. Des philosophes, des artistes, des voix dissidentes ont vu dans ce geste une libération. Elle a tout simplement refusé de jouer la comédie jusqu'au bout, aurait affirmé un écrivain fictif dans Le Monde. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si précieux. Elle réintroduit la dissonance dans une société qui se gave d'hommages automatiques. Dans les écoles de journalisme, cette déclaration serait analysée comme un cas d'école. Comment une parole, même isolée, peut renverser une réputation entière, secouer une mémoire collective, déplacer les lignes d'un débat public. Sur les réseaux sociaux, la viralité de l'affaire aurait entraîné des mèmes, des montages, des parodies, preuve que la puissance d'un mot dépasse souvent son auteur. Mais dans l'intimité de sa maison d'Avignon, dans cette solitude dorée qu'elle a toujours protégée, Mireille Mathieu, ou l'image que l'on se fait d'elle dans ce récit fictif, resterait impassible. Le regard posé sur les collines, les mains croisées, elle aurait peut-être simplement attendu ce moment depuis toujours. Celui où elle cesserait d'être la voix de la France pour devenir la voix d'elle-même. Et si, après toutes ces années à chanter l'amour, elle décidait enfin de chanter la désillusion, non pour diviser mais pour se délivrer, non pour heurter mais pour exister, ce dernier acte, brutal, inattendu, sincère ou calculé, serait alors la clé d'une vie entière, la phrase de trop ou celle qu'on aurait dû entendre bien plus tôt. Cette sortie imaginaire de Mireille Mathieu ne dit pas que les idoles doivent tomber. Elle dit que même les légendes ont le droit de ne pas aimer, que le silence n'est pas toujours une vertu, et qu'à l'approche du grand départ, on peut choisir de ne plus chanter pour les autres, mais contre eux. Dans ce récit imaginaire, Mireille Mathieu, longtemps symbole de discipline, de respect et de neutralité, aurait osé ce que peu de figures publiques se permettent, désacraliser les légendes, briser l'icône collective et revendiquer une part d'amertume longtemps contenue. Qu'il s'agisse d'un geste satirique, d'un règlement de compte ou d'une confession sincère, cette déclaration fictive nous interroge bien au-delà des noms cités. Elle pose la question de la liberté de dire, du poids des comparaisons et du droit, même pour les plus consensuels, de ne pas aimer. Et si la vraie audace, à la fin d'une carrière impeccable, consistait justement à gratter la surface, à troubler l'ordre établi et à reprendre enfin la parole pour soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a interpellé, choqué ou simplement intrigué, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire. Votre avis compte énormément pour nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes, portraits ou révélations sur les figures emblématiques qui ont marqué notre culture.
Activez la cloche pour être alerté dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Merci pour votre fidélité et votre curiosité. À très bientôt pour de nouveaux contenus aussi passionnants que surprenants.